C'est sûr. Et puis le parallèle, enfin le fait de parler de librairie, bibliothèque, je suis un peu moins connaisseur, mais de librairie, c'est assez symptomatique puisque déjà il y a la question effectivement de où est-ce qu'on met la littérature ado. Donc bah, souvent, assez logiquement, elle est mise en littérature jeunesse. Ouais, Sauf que les ados, ils n'ont pas forcément envie d'aller dans le rayon des enfants pour chercher un bouquin. ouais, Il y a des librairies comme Mola qui est à Bordeaux, qui est une librairie immense qui forcément a la place de consacrer tout un rayon à la littérature ado, qui elle a classé, enfin le rayon littérature ado, il est pas à côté du rayon littérature jeunesse, il est à côté du rayon de la littérature poche. Et du coup, ce qui est malin, c'est que c'est à la fois un coin où les ados peuvent aller voir leur rayon et en même temps c'est près de la littérature adulte. Et donc les adultes peuvent aussi aller piocher dedans, la frontière se fait assez facilement, quoi. ouais, ouais. Et d'ailleurs, quand on parle à des libraires, souvent, ils vont te dire, bah, nous, les ados, on les voit pas. C'est les parents qui viennent chercher les bouquins. Donc, bien sûr, il y en a qui viennent, il y a des gros lecteurs, ou il y a des fans de librairie, ou il y a des ados qui adorent aller en librairie, mais la plupart c'est quand même soit les parents qui les achètent, soit je sais pas, peut-être qu'ils doivent les commander en ligne aussi ou pas. Et je pense qu'en Ouais. effet, les ados, ils parlent beaucoup de leur lecture en ligne, tout simplement enfin, en tout cas, les ados d'aujourd'hui, tout simplement parce que c'est là qu'ils sont, quoi. Ça a été créé en 2013, je crois, je sais plus la date exacte. C'est Tom qui l'a créé, mais moi j'étais là dès le début, donc j'ai un peu suivi toute l'évolution du prix. Et au début, c'était juste 2013, c'était quand même assez tôt. 2012, je sais plus, mais c'était assez tôt dans notre parcours de blogueur. Et c'était une époque où les blogs étaient vraiment. Ça marchait super bien. Il y avait plein de blogueurs littéraires. Et au début, c'était une simple volonté de parler de livres, enfin de réunir plusieurs blogueurs amis autour d'un même projet, de mettre en avant un livre qu'on appréciait tous ensemble. Et il y avait vraiment une idée comme ça, de mutualisation qui rejoignait aussi un peu toute l'idée de communauté de la blogosphère. Ouais. Et en fait, on était 8, on choisissait chacun un coup de cœur, on les lisait pendant l'année qui suivait, et ensuite, ben, on en choisissait un à la fin. Euh, alors non, au tout début, c'était vraiment nos coups de cœur. En fait, on voulait vraiment que ce soit représentatif de nous blogueurs. Donc c'était un coup de cœur choisi dans l'année précédente. Alors on était tous des blogueurs spécialisés en littérature jeunesse et notamment ado. Du coup, c'était essentiellement des livres ados qu'on choisissait. Mais il est arrivé une ou deux années qu'il y ait un livre un peu plus, enfin d'autres genres qui ressortent. Il y a une année où il y avait La Horde du Contrevent qui était sélectionnée, qui est plutôt littérature fantasy générale. Il y a une année où c'était un texte qui s'appelle Je danse toujours, qui est un texte de Timothée de Fombelle, mais c'est une courte pièce de théâtre qui était parue chez Actes Sud Papier il y a un certain nombre d'années. Et c'était pas du tout la littérature jeunesse, mais sinon c'était essentiellement la littérature jeunesse. Et en 2015, ouais, c'était en 2015, on a fait pour la première fois la remise des prix à Montreuil, effectivement, au sein du livre jeunesse. Ce qui est important dans le parcours du prix, parce que je pense que c'est vraiment le moment où on a commencé à le construire de manière beaucoup plus sérieuse, réfléchie et plus large, avec une volonté de s'inscrire vraiment comme un prix littéraire dans le paysage de la littérature jeunesse. Et ensuite, le prix a continué à évoluer en se structurant de plus en plus. Donc effectivement, on a réduit à uniquement littérature ado pour pas s'éparpiller dans différents genres et pour que ce soit plus cohérent. Maintenant, on n'apporte pas forcément chacun un coup de cœur, on se donne plein d'idées de livres et on fait une sélection par rapport. C'est toujours une sélection de 8 livres, mais on fait une sélection par rapport à plein d'idées qu'on a eues ou à plein de lectures qu'on a eues sans forcément avoir chacun un coup de cœur à porter dans la sélection. Depuis l'année dernière, il y a aussi une sélection junior, donc roman junior et roman ado maintenant, dans l'idée d'élargir un peu le prix. Et cette année, alors ça, c'est pas encore annoncé, mais on va pas être que 8 dans le jury, il va y avoir un peu plus de monde, il va y en avoir que en littérature junior, que en littérature ado, d'autres qui sont un peu dans les deux. Il y en a qui restent dans le prix pour son organisation, mais qui vont pas être jury. Enfin, le prix commence à être vraiment une espèce de petit comité de défense de la littérature ado. Parce qu'encore une fois, c'est aussi l'idée qu'il y a dans ce prix, c'est de porter la littérature ado. Et d'ailleurs, ça fait 3 ans, 2 ans qu'en plus le prix il est primé. Donc on fait une cagnotte Litchi avant la remise du prix à Montreuil et on demande aux gens de mettre l'argent qu'ils veulent dans ce prix pour qu'on puisse doter le prix
enfin le lauréat, parce qu'on pense que remettre un prix, c'est bien beau, mais quand tu récompenses un auteur avec de l'argent dans une situation où les auteurs, notamment en littérature jeunesse, sont assez précaires, bah, c'est encore mieux, quoi. Bah, très vite, le prix a été bien reçu à la fois des maisons d'édition et des auteurs, parce que je pense qu'on était quasiment peut-être le premier, je sais pas, mais l'un des tout premiers prix remis par des blogueurs. Et, euh, et du coup, enfin, je pense que les auteurs et les maisons d'édition étaient contentes qu'on porte des livres comme ça, enfin, comme pour tout prix littéraire en fait. Et ensuite, le fait qu'on le dote il y a 2-3 ans, ça, je pense, ça a été très bien reçu dans la profession, notamment du côté des auteurs, parce que ça a en plus coïncidé avec le moment où il y avait enfin, où la lutte de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse s'est vraiment développée. Et donc nous, on est vraiment arrivé à ce moment-là, et du coup, on avait même fait la manifestation avec la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse à Montreuil. Il y avait eu des actions de communication avec eux pour dire on soutenait leur lutte. Enfin, très vite, ça a été bien reçu par les auteurs parce que on est avec eux, et puisque tout à l'heure, je te parlais de la légitimité des blogueurs dans ce milieu-là, et c'est pas le même combat, mais il y a un peu cette même idée d'absence de reconnaissance financière, quoi. Alors les auteurs, c'est encore pire parce qu'ils sont vraiment au tout début de la chaîne du livre, quoi. Mm. Mais nous, des fois, on a un peu les mêmes combats de ce côté-là, quoi. Même si on n'en est pas au même stade, surtout que eux, il y a beaucoup plus d'auteurs professionnels que de blogueurs professionnels, mais il y a des problématiques qui se rejoignent, quoi. Bah, sur ma chaîne, alors ces derniers temps, elle a été assez inactive justement enfin à cause ou grâce, je sais pas, au livre. Pas eu le temps de faire énormément de vidéos. Mais je fais à la fois des chroniques de livres, donc je fais des vidéos où je présente toutes mes dernières lectures. Je fais des vidéos parfois sur un seul ou sur une sélection de bouquins que j'ai particulièrement appréciés, ou par rapport à une période de l'année. Je fais des vidéos pour présenter par exemple le prix La Voix des blogs ou le salon du livre de Montreuil. Ça m'arrive de faire des vlogs effectivement sur certains salons ou à certains événements liés à la littérature. Euh, les challenges, j'en fais un peu moins, mais après oui, tout ce qui est vidéo un peu pour en fait l'intérêt de la vidéo, c'est aussi que c'est un média où tu peux rendre le livre vivant, et au-delà de le chroniquer et d'en parler, tu peux effectivement faire des vidéos plus divertissantes comme des challenges ou des tags qui sont des formats très fréquents sur YouTube de manière générale. Tu peux t'amuser à être. En fait, moi, ce que j'aimerais, ce sera peut-être plus quand le livre sera publié, sorti à la fin de l'année, mais ce que j'aimerais plus développer à l'avenir sur ma chaîne, c'est des vidéos qui sortent un peu justement du simple format de la chronique. Et c'est d'essayer d'être plus créatif. Par exemple, comme j'avais fait quand j'avais chroniqué Brexit Romance de Clémentine Beauvais, j'avais fait une vidéo que j'avais totalement scriptée où c'était un dialogue entre deux personnages qui étaient tous les deux joués par moi. Mais du coup, j'avais dû tourner 2 fois la vidéo. Enfin, c'était un sacré morceau. J'y avais passé énormément d'heures, mais c'était vraiment kiffant. Et j'aimerais bien aller sur des choses plus créatives comme ça, plus scriptées, ou des vidéos qui demandent plus de travail, mais qui utiliseront vraiment le média de la vidéo comme il se doit, parce que c'est un média où tu peux te permettre des choses que tu peux pas te permettre à l'écrit, et c'est un peu son intérêt, quoi. Même si le format face caméra où tu parles de tes lectures est à la fois plus simple parce que ça demande moins de travail, et à la fois plus naturel parce que tu utilises la vidéo pour parler de livres comme tu le ferais avec un ami. Et c'est comme ça qu'est né BookTube, c'est aussi son intérêt, c'est pour ça que ça marche, et c'est pour ça que c'est chouette, puisque tu as un échange très naturel qui est juste de l'ordre, bon, de la discussion avec ta caméra, mais il y a quand même un échange oral qui passe par plus de spontanéité qu'à l'écrit. Là où à l'écrit, tu vas plus réfléchir, tu vas plus structurer, tu vas plus aller en profondeur peut-être de ta critique sur certains points, et du coup, c'est pour ça que la vidéo est chouette aussi, quoi. Dans la presse générale, dans tous les médias traditionnels, il y a assez peu de place qui est adressée à cette littérature.
Souvent, tu vois, quand je te dis les parents comprennent pas pourquoi l'ado veulent pas lire Zola, bah, cette littérature, c'est pas pour rien qu'elle existe et c'est pas pour rien qu'elle plaît. Donc, et puis c'est une littérature géniale même si on n'est pas ado, moi je continue à en lire avec énormément de plaisir et c'est pour toutes ces raisons qu'on veut la porter chaque jour, quoi. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir un peu à des livres ouais, qui spécifiquement s'adresseraient à littérature jeunes adultes, même si c'est pas forcément évident parce qu'il y en a un autre. Bon, le premier, l'un que j'ai choisi, c'est Sirius de Stéphane Servan, aux éditions du Royal Jeunesse, qui est une histoire post-apocalyptique mais à la Stéphane Servan, donc elle est poétique, elle est contemplative, elle est très bien écrite. Et, euh, et même s'il y a une histoire addictive comme un bon roman post-apocalyptique, c'est aussi une très belle histoire et une très belle plume. Et je dis que celui-là est un peu à la frontière parce qu'en fait, il est aussi, il s'adresse aussi aux ados. Enfin, je pense qu'on peut le lire dès 12 ans sans trop de problèmes. Donc c'est pas que jeunes adultes, mais je tenais à le mettre parce que c'est un très beau roman et puis parce que il reprend un genre assez codifié qui est le post-apocalyptique et qu'on retrouve d'ailleurs assez souvent en littérature jeunes adultes ces derniers temps avec tout ce qui est Hunger Games ou plein de livres. Enfin bon, Hunger Games c'est plutôt de la dystopie, mais plein de livres post-apocalyptiques qu'il y a eu pendant un temps. Ouais. Et du coup, je tenais à parler de celui-là. Le deuxième dont je voulais parler, c'est évidemment Qui es-tu Alaska de John Green, John Green a lancé, donc il a publié Qui es-tu Alaska en 2006. C'était un moment où je pense la littérature young adulte en était vraiment à ses prémices. Et il a un peu lancé une vague de publications. Et en plus, il a lancé une vague de, enfin, il y a beaucoup de romans aujourd'hui qu'on décrit souvent comme ça, c'est un peu comme du John Green, quoi. Parce il a remis à l'honneur les histoires réalistes concernant des adolescents. Et ce roman est, pour moi, je les ai tous lus, mais Qui es-tu Alaska, je trouve que c'est le meilleur, c'est le plus touchant, c'est le plus intéressant dans sa construction aussi, c'est le plus bouleversant, il est vraiment, vraiment génial. Et le troisième que j'ai choisi, je voulais un peu la version française de John Green. C'est Brexit Romance de Clémentine Beauvais, qui est vraiment, vraiment, vraiment super chouette. Et je l'ai notamment choisi parce que je trouve qu'il s'adresse vraiment, vraiment aux jeunes adultes. Et même s'il peut être lu ado et même s'il peut être lu adulte, moi je l'ai lu quand il est sorti il y a 2 ans et je me suis vraiment retrouvé dans ce roman. Je trouve que c'était le portrait exact de notre génération actuelle, parce que c'est un livre qui parle de la société française et de la société britannique, notamment parce que c'est un livre sur le Brexit, mais qui parle plus largement de mondialisation, de la place des jeunes dans le monde et dans la politique, d'amour, de réseaux sociaux, le tout avec énormément d'humour, comme sait si bien le faire Clémentine Beauvais. Et du coup, je trouve que vraiment en littérature jeunes adultes, c'est un exemple parfait de ce qui se fait de mieux en France. Du coup, voilà le troisième.